Caramel. 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 Ça n'est pas pour me vanter, mais je ne comprenais pas pourquoi, après avoir préparé pendant quelques semaines une journée spéciale pour la fête de la musique avec le centre culturel Bellegarde, votre radio chérie Campus FM avait reçu à quelques jours du 21 juin une lettre du dit centre culturel Bellegarde nous faisant part de l'impossibilité pour raisons sanitaires, disait-il, de donner suite à cette collaboration et acter par là même son annulation. Raisons sanitaires. Alors que Jupiter et sa bande venaient justement de desserrer les conditions d'accueil pour l'organisation de concerts et autres manifestations musicales, bizarre. La journée fut donc annulée, mais cette impression d'incompréhension était restée tenace. Et puis, en lisant un article que Médiacité, le journal d'information en ligne sur abonnement, traitant entre autres de l'actualité toulousaine, donc à la lecture d'un article de Médiacité, soudain tout s'éclaira. Dans cet article, Dorian Cabrol expliquait comment une réorganisation mal accompagnée des centres culturels toulousains avait engendré de nombreux arrêts de maladie et de la souffrance au travail pour les quelques 300 agents de l'animation socio-culturelle de Toulouse. C'est du moins ce que laisse entendre un audit que Médiacité s'est procuré. Il s'avère donc à la lecture de cet article, dans un contexte plus global d'un plan d'économie justifié par Moudenc et son équipe par la baisse générale des dotations d'État, que le regroupement des 17 centres culturels municipaux en 5 pôles géographiques ayant à sa tête 5 chefs de zone a complètement dézingué le fonctionnement des équipes en place, peu concernées qui plus est par la réflexion mise en place avant l'élaboration de ce plan en 2018. Dysfonctionnement particulièrement préoccupant dans le secteur dit rive droite, coiffé par le centre culturel Bellegarde. Les modalités d'intégration des managers, les divergences de vues sur l'équipe managériale, associées à un processus de passation de pouvoir non optimal et à l'affectation et l'intégration délicate de nombreux agents se sont traduites sur Bellegarde et à un moindre niveau sur Brico Rouge, le centre culturel en Palo, par la création rapide d'une rupture entre le management et de nombreux agents en poste avant la réorganisation, note le cabinet Ergotech dans son compte rendu d'audit. Une façon somme toute très diplomatique pour dire que la refonte du service a entraîné des problèmes de fonctionnement à tous les étages et d'une rupture entre les nouveaux responsables et les agents historiques du service. Situation tellement dégradée à Bellegarde que Véronique Bascoul, la directrice de l'animation socio-culturelle de la ville, a décidé d'annuler certains événements. Dans une note du 17 juin récupérée par le journaliste de Médiacité, elle note, je cite, « Une situation très dégradée sur le territoire de Toulouse, rive droite, avec un taux d'absentéisme trop élevé pour maintenir des manifestations et événements à la hauteur de la qualité de nos établissements. Fermez le banc. » Et voilà donc le pourquoi de l'annulation de cette journée spéciale Fête de la musique Campus FM, Centre culturel Bellegarde. Rien à voir avec la situation sanitaire du moment. Dernier détail, interpellé par le journaliste de Médiacité, la mairie de Toulouse n'a toujours pas répondu à leurs questions. En tout cas, merci Médiacité. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mousse, saison 33, réalisé par Marc Lazaro. Ce soir, on parle de la saison des festivals d'été qui commence. On en parle avec Benjamin
Momus, programmateur de Baignade Sauvage, festival qui aura lieu du 25 au 29 août dans le Tarn. Et on en parle également avec Jean-Pierre Lérac pour Jazzaluz, qui lui commencera la semaine prochaine, vendredi prochain, 9 juillet, et se clôturera 4 jours plus tard, le 12 juillet. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Originaire de Chicago, installé maintenant dans l'Aveyron, le trajet artistique et musical d'Annie Meredith Higgins est à l'image de ce choix radical de lieu de vie. Aux orties, la fureur des villes et des agglomérations, hors de vue, l'agressivité électrique, place à des mélodies pop-folk baignées d'orgue, de sérénité et de chants d'oiseaux, auxquels on rajoute aussi un peu d'électronique. Son premier album, Hymning, sort en octobre prochain. Un premier single a été dévoilé il y a peu de temps. Le deuxième, c'était hier, mais on écoute tout de suite ce premier single, extrait donc de Hymning, album à sortir le 8 octobre prochain. Pick and Plains, I'm Higgins, c'est caramel mou et c'est tant mieux. Voilà, vous l'avez compris, les micros étant restés ouverts et nous étions en train de parler hors micro, pensant qu'ils étaient fermés. Nous sommes un gang très régionaliste et nous étions en train de parler avec un Tarnais de l'Aveyron. Si on continue comme ça, il va y avoir des histoires de dorifort et de récolte de patates. En tout cas, Benjamin Momus, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour nous parler d'un festival, Baignade Sauvage, qui aura lieu fin août. Et puis de l'autre côté de la ville, au téléphone, Jean-Pierre Lérac. Jean-Pierre Lérac, bonsoir.
Bonsoir. Waouh, super. C'est presque si vous étiez dans nos oreilles là. Donc vous êtes actuellement chez vous, calé devant ce qui doit être la fin de l'étape du Tour de France, parce que c'est quand même votre habitude en cette saison de début juillet. Et avec vous, on parlera du festival Jazzalus qui commence la semaine prochaine, vendredi prochain. Peut-être aussi l'occasion de confronter vos expériences avec Benjamin Momus, qui, si j'ai bien compris, n'est pas complètement un inconnu pour vous, Jean-Pierre Lérac. C'est pas un inconnu, non. En plus, j'aime pas trop le terme confronter. C'est vrai qu'on est plutôt dans la complicité que dans la confrontation, mais. Ouais, mais complicité, il n'y a pas de verbe. Vous n'avez pas complicité avec Benjamin Momus, ça n'existe pas, donc on confrontera. En tout cas, moi, je trouve que c'est une excellente idée d'avoir joint ces deux festivals pour cette émission, parce que c'est vrai que ce festival des baignades sauvages, c'est un peu notre frère, c'est un peu le festival qui a le même esprit que nous, donc c'est une très bonne idée. On va passer une super émission. Eh bien, très bien. On va commencer avec Benjamin Momus parce que effectivement, peut-être place aux jeunes, place aux jeunettes de cette histoire, puisque Baignade sauvage, Benjamin Momus, c'est le premier épisode. C'est le premier. Voilà, oui, c'est le premier épisode, même si ce festival a une histoire un peu hybride avec prenant la suite d'un autre festival que l'on a bien connu dans la région, Baignade interdite. C'est le premier. Mais c'est une suite. Voilà. Ça vient à la suite d'une dizaine d'années passées à Rivière. Voilà, donc vous nous racontez un peu cette histoire en 2-3 minutes? Ouais, bien sûr. Alors du coup, on était installés dans les bassins de la piscine d'Aiguelaise, et autour des bassins, dans lesquels on a organisé 8 éditions du festival Baignade interdite. La 9e, on n'a pas pu l'organiser, ça a été annulé comme beaucoup de choses l'an dernier. Et à la suite de cette annulation, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Voilà, c'était un moment aussi un peu de discussion dans l'assaut. Voilà, ça fait 10 ans qu'on travaille là, on aimerait bien faire autre chose, etc. Alors, il y avait une espèce de lassitude. Oui. Et c'est vrai que pour les gens qui ont assisté à l'édition 2019 de Baignade interdite, on était parti de ce festival-là en se disant c'est fini, puisque il avait été annoncé. Ça, c'est du marketing, ça. Voilà. Ça, chaque année, on fait le coup, ça marche. Il avait été dit que c'était quasiment la fin. Exactement. Et que c'était le dernier épisode. Je conseille à tous les organisateurs de dire c'est la dernière, profitez-en, après c'est fini. Non, disons qu'on n'a jamais, depuis le début, on n'a jamais prospecté sur des séries. Voilà, c'était toujours vraiment naviguer à vue et on verra ce dont l'avenir sera fait. Mais là, on avait annoncé avant que tout ce bazar arrive l'an dernier, on avait annoncé que ça serait la dernière. Et donc il n'y a pas eu de dernière, mais finalement ce qui est assez intéressant parce que tout est resté complètement en suspens. Et voilà, rapidement, ça a provoqué. Déjà, il y avait la frustration dans l'assaut de ne pas pouvoir faire une dernière, et ça a basculé, voilà, sur des discussions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ailleurs, voilà. Et comme vous êtes des jeunes gens qui avaient de la suite dans les idées, vous êtes partis sur un concept aussi qui va à contre-courant du sens du Tarn, puisque vous continuez à avoir le Tarn comme fil conducteur, de la même façon qu'à Aiguelaise, c'était pas très loin. C'était le bord du Tarn. C'était pas très loin du fleuve. Là, vous repartez sur le Tarn, mais à contre-courant de Saint-Jury à Ambialé. Voilà. On fait un dernier concert à Rivière, quand même, parce que c'était pour faire une manière exactement de boucler la boucle, et puis surtout c'est le premier concert est un lieu assez exceptionnel dans une centrale hydroélectrique. Et après, en effet, les concerts, le gros des concerts, c'est entre Saint-Juéry et Ambialé. Voilà, donc on parlera de cette programmation tout au long de l'heure qui va suivre. Jean-Pierre Lérac, vous, de l'autre côté, c'est l'ancêtre, parce que si Baignade sauvage va fêter sa première édition, vous, cette année, vous fêtez la 30e de Jazzalus, une histoire qui commence à devenir un peu ancienne, même si l'équipe continue à se renouveler régulièrement. Ah, ça, c'est nécessaire. Ouais, on fait figure d'ancien. On fait le 30e, on a failli le faire l'année dernière, mais on va pas revenir sur ces épisodes. Oui, mais surtout que c'est la deuxième fois dans cette émission qu'il y a quelqu'un qui dit l'an dernier, on n'a pu rien faire, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais vous me l'expliquerez à la fin de l'émission. Marc, il suffit de faire que des 30e là, pendant 10 ans. Tu bloques le compteur à 30 et voilà. Et ouais, c'est bon. Ça aussi, c'est du marketing. C'est du marketing, là aussi. Ouais. Oui, donc vous fêtez la 30e cette année, vous faites figure d'ancêtre, mais je disais que l'équipe se renouvelle. Ça, l'équipe se renouvelle, mais il y a quand même une certaine stabilité, en tout cas au niveau de l'équipe professionnelle. Il vaut mieux quand même, mais après, c'est vrai que il y a des anciens qui sont toujours là. Moi, j'étais au départ du festival, je suis toujours là. Je suis un peu le fil rouge là aussi.
Mais c'est vrai qu'on a envie de passer la main petit à petit, mais tout en douceur quand même, tout en douceur. Voilà, il faut remettre de l'énergie toujours. Il faut toujours amener que l'équipe se renouvelle. Voilà, mais en tout cas, bon, ça a été quand même un travail un petit peu particulier cette année, mais avec 2 fois plus de travail en fait, du fait de l'annulation. Mais voilà, on pourra reparler de tout ça. On y revient juste après un premier morceau. Donc le principe d'aujourd'hui, ça va être d'écouter le maximum de musique. Donc vous l'aurez compris, il y en a un minimum de temps. Donc on n'entendra pas les morceaux en entier. Et priorité peut-être aux nouvelles arrivants. On va écouter un morceau. Je suis désolé Jean-Pierre, hein, je voulais pas te mettre la tête sous l'eau là comme ça là, mais c'est terrible ce qui est en train de se passer là. On écoute tout de suite un premier groupe donc, qui sera programmé dans le cadre de Baignade Sauvage Festival d'Ontarney qui aura lieu du 25 au 29 août prochain entre Rivière, Saint-Juéry et Ambialé. Allez, deux, trois mots sur ce groupe. Oui. Benjamin Momus. Alors Brahma, c'est un groupe qui nous vient plutôt du centre de la France, quelque chose entre le Limousin et l'Auvergne, quelque part par là, et qui a émergé d'un collectif qui s'appelle Lost in Tradition. Voilà, donc instrumentarium. Certes, il y a une vielle, mais voilà, une vielle qui va bien au-delà des habitudes trad de la vielle, voilà. Rock psyché. Ce qui est une dominante dans les musiques trad actuelles et notamment les musiques trad occitanes, ce mélange des genres, cette revisite des instruments par l'électronique, moins par l'électricité, ça avait déjà été fait à l'époque des Jeanne Pau-Verdier et compagnie, l'arrivée de l'électricité dans le folk occitan, mais là... Ouais, j'ai l'impression même c'est peut-être une histoire de génération, et en effet dans toutes les régions de France, je pense à Art Brut, plutôt dans le sud-ouest, à la Novia, vers Saint-Étienne-le-Puy. J'ai l'impression que la question de remettre le trad à quelque chose de plus moderne, c'est même pas comme ça que ça se passe, ça se pose la question. Il y a vraiment, c'est des identités qui sont très, qui se sont construites avec des tas d'influences. Voilà, il y a quelque chose qui est très naturel et qui est très métissé. Voilà. Naturellement, voilà, il n'y a plus d'enjeu de faire une musique trad moderne. Je pense que ça se pose même plus comme ça la question. De votre côté, Jean-Pierre Lérac, à Luce cette année, là aussi, il y a un focus qui est mis sur ces groupes traditionnels qui vont chercher du côté de l'électronique, du côté de l'électricité, du côté des musiques improvisées, des nouvelles raisons de faire sonner leur biniou. Oui, je trouve... tout à fait judicieux ce qu'a dit Benjamin, c'est tout à fait ça. Il y a vraiment une nouvelle scène au niveau des musiques improvisées, des musiques traditionnelles. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment une envie de tout révolutionner. Pour eux, c'est comme dit Benjamin, c'est naturel. Mais ils apportent vraiment leur son à eux, et ça donne vraiment un renouveau de ces musiques-là. C'est pour ça que nous aussi, chaque année, on essaie il a parlé d'Art Brut ou de Leno, il y a d'autres
collectifs aussi là-dessus. Il y a vraiment une belle mouvance là-dessus, avec vraiment des musiques très, très, très intéressantes à découvrir. Et dans cet ordre d'idées, il serait peut-être judicieux qu'à ce moment-là de l'émission, vous nous disiez deux mots sur Lise Barkas et Lisa Knuffert, qui sont programmés dans le cadre de Jazzaluz. Rappelez-nous un peu la date de leur concert, si vous les avez à proximité. Elle joue le 11 juillet, voilà. Au matin. Le 11 juillet au matin, ça sera voilà. le dimanche matin. Donc, parlez-nous de ces deux jeunes filles qui sont plutôt issues de l'Alsace. Voilà, alors là aussi, on s'en nourrit de cette culture, parce que déjà, au départ, la cornemuse a quand même un instrument traditionnel, mais donc, là, elles sont alsaciennes, donc c'est vrai que la cornemuse, a priori, c'est quand même pas un instrument typiquement alsacien. Oui, ça je confirme, oui. Mais là, vraiment, c'est vraiment un bel exemple, parce que c'est vraiment, en s'appuyant sur cette culture traditionnelle, elles arrivent à faire leur propre musique, avec une musique un peu répétitive, avec beaucoup de drones, et ça donne quelque chose de vraiment, qui est vraiment à elles. C'est un héritage, mais en même temps, c'est leur musique. Mmh. Et ça peut surprendre deux cornemuses. En tout cas, moi, j'ai été séduit par leur musique, vraiment de jeunes filles. Voilà, c'est souvent des jeunes musiciens. Eh ben, on va en écouter quelques mesures. Donc, vous l'aurez compris, hein, on a quelques problèmes électriques dans le studio ce soir. On va peut-être pas mettre le contact tout de suite, mais on va essayer. Lise Barkas et Lisa Knuffert, donc joueuses de cornemuse, qui seront programmées dans le cadre de Jazzaluz le 11 juillet, c'est-à-dire dimanche prochain. Voilà, donc Lise Barkas et Lisa Knuffert, donc programmées dans le cadre de Jazzaluz, 30e édition, le 11 juillet. Jean-Pierre Lérac et Benjamin Momus, vous allez nous dire un peu maintenant comment s'est faite cette programmation 2021. Donc on en parlait en début d'émission, le Covid est passé par là. C'est vrai que l'on s'est demandé pendant très longtemps si les festivals avaient à avoir lieu ou pas. Plein de festivals d'ailleurs sont en train de nous dire que finalement ils vont se lancer. C'est le cas des Eurockéennes à Belfort, c'est le cas à Gignac d'Écosystème qui dans un premier temps avait dit on arrête tout et qui maintenant balancent leur programmation. Pour vous, et on va commencer avec Benjamin Momus, comment s'est faite cette programmation 2021? Je pense que par rapport à Jean-Pierre, on est quand même un mois et demi plus tard, donc c'était un peu plus simple, enfin un peu plus simple. Il y avait une prise de risque, une inconnue, même cette
cet hiver, on ne savait pas, il a bien fallu commencer par quelque part et se jeter à l'eau pour imaginer une édition de Baignade Sauvage. En temps normal, un festival, ça se prépare combien de temps avant la date d'ouverture ? Je dirais 9 mois, 10 mois, quelque chose comme ça. Je pense que ça dépend bien sûr du festival, qu'il y a déjà des choses qui sont actées dans la programmation sur l'année qui suit. Mais je ne sais pas, Jean-Pierre, mais moi je travaille sur la programmation pour un festival fin août, entre novembre et janvier, quelque chose comme ça. Voilà. Alors que là, vous avez commencé... À peu près pareil. Déjà, il y avait pas mal, je pense que pour Jean-Pierre, c'est un peu pareil, mais il y avait la question des reports. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de choses à l'époque où l'édition a été annulée, où on s'est dit avec les artistes, on le fera l'année prochaine. Même si nous, on était sur une transformation. Et puis, il y avait ces inconnus liés, pas de tournée, très peu d'Américains ou Japonais, il y avait très peu de tournées. Même si, à la fin de l'été, il y a certains groupes ou tourneurs qui étaient OK pour prendre le risque de travailler sur cette période de la fin de l'été qui était un peu plus rassurante que mai, juin, juillet. Voilà, au vu de ce qui s'était passé l'année dernière, par exemple. Un peu, voilà. Et du côté de Jazzalus, je me souviens de l'année dernière, donc à peu près à cette même période où la décision avait été prise d'annuler le festival de l'année dernière, que vous nous disiez pour l'année prochaine ça va être simple, tous les musiciens prévus l'année dernière sont d'accord pour repartir pour l'année prochaine. Ça s'est fait aussi simplement que ça, Jean-Pierre Lérac ? En fait on le croyait à ce moment-là, on le croyait à ce moment-là. En tout cas, comme dit Benjamin, il y a vraiment une histoire les reports étaient importants par rapport aux musiciens. Mais c'est vrai qu'on a dû tout reconstruire quand même, parce que c'est vrai qu'on était au printemps, on ne savait pas trop comment on pourrait faire ce festival. Il y avait quand même beaucoup de questionnements sur les distanciations, sur les jauges et tout ça. Donc on a été obligé quand même de reconstruire toute l'architecture du festival. Et on a conservé, c'est vrai, beaucoup de groupes de l'année dernière, mais on a dû quand même un petit peu modifier la programmation, du fait de ces prévisions. On a essayé d'adapter aux prévisions qu'on avait sur l'été. Et même tout récemment, en fait, on a déjà ouvert la billetterie. Nous, on a ouvert la billetterie avant de savoir réellement combien de personnes on pourrait accueillir. Donc, c'est toujours une espèce de pari de se dire, on suppose qu'on sera aux trois quarts ou voilà. On suppose, oui. On a beaucoup supposé tout l'hiver. Pour vous, dans tous les cas, actuellement, c'est jauge complète, puisque vous n'êtes pas des festivals qui allaient au-delà des 1000 personnes sur un même concert. Non, du coup, nous, on avait anticipé ça. Voilà, après, ça correspond aussi à une autre forme du festival. Sur Baignade Interdite, on était à plus que 1000. Donc, il y avait aussi ça un peu... C'était un des éléments de réponse, mais en tout cas, on s'est projeté sur des jauges qui étaient moindres que ce qu'on avait avant. Justement, on parle de jauge et un peu de philosophie autour du nombre de spectateurs que vous voulez accueillir. La ligne éditoriale de cette baignade sauvage. Sur la question de la fréquentation, alors en effet... mais de la fréquentation et puis la ligne éditoriale musicale en général. Alors nous, on est parti quand même d'un constat de ce qu'était devenu le festival, qui a beaucoup grossi, avec en effet des jauges importantes en soirée, quelque chose de très compact, très dense, centré sur un week-end. Voilà, il y avait un peu de frustration par rapport à ça, notamment les gens de l'asso qui ne voyaient pas passer le festival, qui ne pouvaient pas en profiter. Et puis voilà, qui dit beaucoup d'affluence, dit beaucoup d'emmerdement tout autour. Voilà, donc c'était un peu exponentiel. Donc il y avait une idée de réfléchir sur une autre forme, bien évidemment pas en refusant d'avoir du monde parce que c'est quand même un succès, donc c'est quand même très, très valorisant pour le projet, mais d'agencer les choses, de manière d'étirer un petit peu. Voilà, donc la forme a bougé, l'itinérance a créé aussi ce besoin d'étirer, de laisser un peu d'air entre les concerts et de laisser respirer pour que ça puisse générer autre chose, des rencontres ou même de faire tout autre chose, de profiter de ce coin-là de la vallée. Voilà, on avait et du coup cette nouvelle forme était aussi en écho. Voilà, en écho avec cette idée de revenir un petit peu à des choses avec une jauge un peu moindre. On l'a pas du tout vécu comme une contrainte, mais voilà, il y a eu un alignement qui s'est fait avec une espèce d'évidence d'aller vers ce. Et puis les lieux là, les lieux dans lesquels il y aura les concerts de soirée, c'est pas non plus des lieux qui peuvent digérer, qui peuvent accepter des jauges qu'on avait à Rivière. Voilà. Avec des lieux assez particuliers, pas neutres, une centrale électrique. Voilà, c'est l'idée justement une ancienne usine métallurgique, le Saut du Tarn, bien connu pour ses aciers spéciaux, comme nous apprenait
apprenait à l'école primaire lorsque j'étais à Albi il y a quelques années. Voilà, c'est ça, c'est l'idée de cette forme du festival qui était déjà présente dans Maine-Éternite. Si on a fait des concerts dans les bassins, c'est qu'il y avait cet appétit pour des lieux un peu hors normes ou incongrus, en tout cas des lieux inspirants et poétiques. Donc là voilà, il y a toute une série de lieux. En effet, ça va des lieux très industriels jusqu'à une plage sur le bord du Tarn. Voilà, donc il y a cette idée qui était déjà présente avant, mais de trouver une espèce de point d'équilibre entre une proposition musicale et un lieu particulier. Avec presque du mysticisme, puisque vous passez aussi pas très loin de la chapelle qui avait été construite et peinte par Nikolai Grechki. Alors, on a carrément trois églises dans la série de concerts. Et qui est c'est un festival monacal. Et qui est formidable, cette église-là, avec des icônes peintes là-dedans. Quand on va aller à pied sur l'endroit où se passe le concert, il faut absolument, j'espère que vous récupérerez la clé, qu'on puisse y faire un tour. C'est vrai que c'était voulu cette idée de soit des endroits industriels, soit un moulin, une petite plage à côté d'une chapelle. Il y avait ce côté-là aussi pour faire une culture de festivalier, puisque dans le festival, il y a aussi festivalier, donc quelqu'un qui écoute de la musique, mais qui peut se promener aussi le reste de la journée. Voilà, il y avait cette idée d'étirer, je le disais avant aussi, pour permettre aux gens. L'idée, voilà, c'est que les gens viennent se poser dans cette vallée qui est magnifique pendant quelques journées, d'être un peu en rupture avec quelque chose de consumériste où on arrive à 20h, on achète le ticket, on profite de la soirée, on repart. Voilà, c'était aussi une manière de re-réfléchir, de re-questionner ce rapport-là. Est-ce que c'est un festival? Voilà, là c'est quelque chose d'un peu plus étiré, je trouve pas d'autres mots pour le dire, mais voilà, avec aussi il y a des rencontres. Ça veut dire qu'au milieu des concerts, on a proposé à des gens de la vallée, qui soient botanistes ou experts des loutres ou des castors. Enfin voilà, on a proposé à des gens d'être avec nous dans ce festival et d'accueillir du public pour discuter. Qu'est-ce que c'est cette vie dans la vallée? Il y avait, voilà, c'était tout sauf un parachutage. On a vraiment envie de s'installer dans ce coin de la vallée du Tarn et d'y rester encore un petit moment. On verra, ça c'est pareil. C'est la dernière édition de Baignade Sauvage, première et dernière. Très bien. C'est important de le dire. C'est aussi un concept. Voilà. C'est aussi un concept. De votre côté, Jean-Pierre Lérac, ces problèmes-là, ça fait belle lurette que vous y avez pensé et un peu réglé. Le festival de Lucien Sauveur est vraiment un festival de festivaliers. Des gens qui viennent pour passer 3-4 jours du côté de Lucien Sauveur, qui s'y installent, qui viennent voir de la musique, qui se promènent dans la journée, que vous amenez aussi en promenade, puisque quelques-uns de vos concerts se font dans des endroits un peu incongrus, des vastes champs au milieu des montagnes, certaines années, dans des petites églises pour des solos de clarinette à d'autres moments du festival. C'est vrai que ça, c'est des choses que vous avez intégrées depuis longtemps dans votre programmation. Ça fait partie un petit peu. Ça fait partie du festival, tout à fait. Chaque année, on essaie le festival, il s'installe pour 4 jours et on l'amène sur des voyages, sur des lieux. Je crois que comme disait Benjamin, c'est important aussi de profiter, d'aller sur des lieux et d'investir ces lieux avec les gens qui sont sur place. Donc, chaque année, on va dans des villages. Et chaque année, on essaie de découvrir un nouveau lieu. C'est vrai qu'on a cette chance autour de lui d'avoir un potentiel assez énorme quand même. Donc cette année, on n'a pas voulu prendre de gros risques à aller faire des déambulations parce que au printemps, il était dit qu'il n'y aurait pas de déambulation possible. Donc on s'est contenté de lieux qu'on avait un peu plus proches, mais il y aura quand même des endroits un peu surprenants quand même. Voilà, donc notamment un concert à 6h du matin au Château Sainte-Marie où on va monter 2 heures de marche. Voilà, ce genre de pari un petit peu fou qui fait partie de Luce ou des concerts une immersion à la chapelle Saint-Périgot ou alors des concerts au terme de Luce. Enfin voilà, tout un tas d'endroits magnifiques dans lesquels on essaie de mettre des musiques adaptées. Ouais, et ça, c'est vrai que ça fait partie de l'histoire de ce festival. Jean-Pierre Lérac, quand vous reprendrez le contrôle de votre téléphone, parlez bien dans votre téléphone. Il y a des fois où on perd un peu votre parole super importante, donc on voudrait quand même vous entendre complètement. On va écouter encore un peu de musique et là on repart du côté de Baignade Sauvage avec le groupe Horses Lords. 2 mots avant qu'on écoute cette musique là pour le coup
coup énergie, qu'on vient d'entendre là des choses un peu sur un tempo un peu lent, des choses très éthérées. On s'endort, quoi. Tu peux le dire, voilà. Il va falloir faire quelque chose. Là, on va se réveiller avec ces maîtres des chevaux. Oui, Horse Lords, un groupe de Baltimore, ça fait des années que j'essaye de les faire venir en France, c'est pas forcément évident. Et ben, ça marche cette année, ce qui est quand même un peu curieux, mais c'est qu'ils viennent s'installer en Europe. Ah ouais, c'est pour ça. Donc, exactement, c'est vrai qu'aux États-Unis, la situation est assez critique pour un nombre de musiciens, et donc ils ont fait le choix de venir s'installer en Europe pour jouer tout simplement. Voilà. Avant d'écouter le morceau, quand vous dites un peu critique pour certains musiciens américains, par rapport à quoi ? Parce qu'ici, il y a les statuts d'intermittents, etc. Il y a quelques filets voilà, mais très rapidement, aux États-Unis, ils ont dû trouver des seconds boulots, troisième boulots pour pouvoir bouffer. Donc du coup, il y a une situation en Europe aussi qui est un peu différente sur le J'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est un grand écart entre soit une situation de musique en club où il y a très peu d'argent, soit des gros festivals. Voilà, il y a assez peu. En Europe, il y a beaucoup de petits et moyens, voilà, dans lesquels il y a une certaine économie. De festivals, voilà. Et donc voilà, je pense que c'est pour les Américains, en tout cas, c'est très important de venir jouer en été en Europe. Il y a des Américains qui attendent beaucoup de ces périodes estivales pour jouer dans les festivals. Et donc, Horse Lords sont sur le point d'arriver en Europe. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que fin août, ils seront dans la vallée du Tarn et on pourra écouter des choses comme ce morceau qu'on écoute tout de suite, People's Park.
Horse Lords, People Parks, un morceau que l'on pourra, enfin un groupe que l'on pourra écouter, Horse Lords, dans le cadre de Baignade Sauvage, d'un festival qui aura lieu du 25 au 29 août dans la vallée du Tarn, entre Saint-Juéry et Ambialé. Ce groupe-là, Benjamin Momus, on pourra l'écouter quand ? Le samedi 28 août. D'accord. Sur la plage de la Condomine, juste avant Ambialé. Voilà, très bien. Et on pourra même se mettre les pieds dans l'eau parce qu'il risque d'y faire assez chaud. Jean-Pierre Lérac, si vous êtes encore avec nous, quelles sont les conditions ? Est-ce qu'il y a vraiment un enjeu important pour les divers festivals qui vont se mettre en place cette année, et singulièrement le vôtre ? Après une année blanche l'année dernière, est-ce qu'il y a vraiment un enjeu particulier pour cette 30e édition ? Il y a plein d'enjeux, c'est-à-dire que là on part un peu dans l'inconnu. Il y a deux aspects. D'une part, il y a les gens on sait que les gens ont envie de retrouver le festival, donc il y a quand même de ce côté-là, on est assez tranquille sur la fréquentation. Mais ensuite, on ne sait pas dans quelles conditions on pourra vraiment faire le festival. On a travaillé sur l'adaptation du festival aux contraintes, mais en tout cas, je pense que c'était un enjeu en tout cas de retrouver le festival, et en tout cas c'est ce qu'on ressent très fortement côté public. Quand vous dites les contraintes, elles sont de quels ordres cette année, les contraintes, hormis le problème des jauges qui semble être réglé depuis le 1er juillet? Qu'en est-il de tout ce qui fait aussi le charme de votre festival? Je pense que celui de Benjamin Momus, c'est pour le sien, c'est à peu près la même chose. Tout ce qui touche autour de la restauration, des buvettes et tout ça, il y a des contraintes particulières ou pas cette année? C'est-à-dire, le problème, c'est que les choses évoluent. On est obligé d'anticiper au maximum. Et donc, c'est vrai qu'au printemps, on était sûr qu'on ne pourrait pas faire de buvette ni de restauration. Or, c'est vrai que la situation a évolué, que maintenant, ça s'est assoupli. Donc, on essaie maintenant je sais qu'il y aura une buvette, et ça c'est quelque chose Benjamin ne me contredira pas, je crois que c'est quelque chose qui est important sur un festival, parce que c'est ce qu'on appelle la convivialité, et c'est pas un vain mot, en tout cas chez nous c'est pas galvaudé, en tout cas ce mot-là. Et donc on est très rassuré de ce côté-là. C'est la même chose au niveau des concerts festifs. On a enlevé les concerts de 1h du matin, ce qu'on appelle les concerts au voûte, parce que il n'y avait pas de possibilité de faire de concerts debout, etc. Donc, on sait que maintenant ça s'assouplit. Donc voilà, on avait prévu de faire des concerts qui finalement seront debout. Donc voilà, on essaie de s'adapter au dernier moment. Et en tout cas, il y aura une buvette et il y aura de la restauration. De votre côté, avec Baignade Sauvage, même s'il est issu d'un festival qui a duré pendant presque une petite dizaine d'années, il y a vraiment un enjeu particulier de faire la première édition dans ce contexte où encore les aspects sanitaires des représentations publiques sont encore importants. Oui, après, c'est vrai qu'il y a cette éternelle dernière minute. C'est vrai qu'on a toujours les infos très tard, donc on est constamment en train de réadapter, réfléchir. Nous, c'est pareil, on fait des projections sur une manière de procéder, et on ne sait pas, dans un mois, il y a les préfectures qui ont toujours un œil sur ce qu'on est en train de faire. Donc pour l'instant, c'est pareil. Bien évidemment, comme Jean-Pierre, un festival sans buvette, c'est d'une tristesse effroyable. Donc je pense qu'on va essayer pas de jouer, enfin on va essayer de contourner, de composer avec ces contraintes-là sans que ça soit pesant. Voilà, il faut que ça reste quand même des moments de réjouissance, de festivité, de partage. Si ça disparaît parce qu'il y a des contraintes, je pense qu'on aura vraiment perdu beaucoup de choses au passage. Mais voilà, je pense c'est à nous d'essayer de tordre le maximum de ce qui est autorisé de faire. Voilà, on a bon espoir quand même que cet été, on le voit autour, ça commence quand même à se détendre ici et là. Donc on peut espérer de faire ça quasiment dans des conditions normales. Allez, on écoute un peu de musique encore une fois. Ça, on va aller du côté de Luz Saint-Sauveur avec cette 30e de Jazz à Luz. On va écouter un morceau
morceau de Ogre, New One, Ogre, Jean-Pierre Lérac, 2 mots avant d'écouter ce morceau. D'abord, on les écoute quand et puis, dites-nous un peu ce que l'on doit savoir avant d'écouter cette musique. Alors, ce groupe, il va se produire le dimanche 11 à 19h. Et donc ça, c'est un quartet bigourdan. On est très attentif aussi à ce que se passe sur la scène bigourdande, la scène toulousaine, mais aussi la scène bigourdande. C'est un projet autour de la chanteuse Hanoï, et c'est un projet qui est plutôt rock, et c'est un concert qui est plutôt dans l'esprit de nos concerts d'ouverture vers des publics plus larges. Et en tout cas, c'est un projet assez neuf et avec quand même une grosse personnalité au niveau de la chanteuse Hanoï. Voilà, on va s'en apercevoir. On va s'en apercevoir illico presto. Voilà, Ogre avec New One, un groupe du cru, puisque Bigourdan à voir à Jazz à Luz le 11 juillet prochain. Jean-Pierre Lérac et Benjamin Momus, on parle de festival, on parle de public. C'est vrai que la question lancinante pour tout programmateur de festival
qui s'impose, c'est la question de la fidélisation du public. Alors pour vous, c'est un peu particulier, c'est la première, même si vous surfez sur Baignade Interdite. Comment on fait pour essayer de fidéliser un public qui d'année en année prend ses places sans même trop savoir ce qu'il va y avoir dans la programmation? Ouais, c'est pareil. Je pense que fondamentalement dans l'assaut, on réfléchit pas tellement en ces termes-là. On sait qu'il y a une attente, on sait qu'il y a des gens qui nous suivent et qui nous accompagnent. Et voilà, il y a des messages d'encouragement. Voilà, on voit bien qu'il y a un appétit pour les choses qu'on peut proposer avec l'assaut. Mais après, voilà, je pense que dans l'assaut, il y a un panel de gens qui sont très différents. Il y a une base avec des personnalités qui viennent d'horizons très variés et c'est un peu, il me semble, à l'image du public qu'on peut croiser justement aux événements qu'on organise. Ça veut dire que déjà, si dans l'assaut, on prend du plaisir, les gens sont à l'aise, tout le monde s'y retrouve, c'est ça qui est important, j'ai l'impression. C'est que comme c'est très hétérogène, hétéroclite, mais malgré ce côté un peu patchwork, finalement, tout le monde y trouve du bon. Voilà, donc c'est un peu, pour moi, à titre un peu personnel, l'assaut, c'est un peu comme un laboratoire de ce qu'est le festival à grande échelle. Mais en tout cas, voilà, s'il y a du désir et des réjouissances à l'intérieur de l'assaut et de l'excitation, voilà, on sait que ça sera d'une certaine manière décliné avec les gens qu'on va accueillir pour le festival. Jean-Pierre, de votre côté, cette question de la fidélisation des auditeurs, spectateurs, festivaliers qui chaque année rejoignent Lucien Sauveur? Ouais, ça, au bout de 30 ans, c'est une histoire. Bon, la fidélisation, c'est vrai qu'on a un noyau qui nous suit depuis longtemps. C'est un noyau qu'on ne doit pas de soi. On sait ce qu'ils viennent chercher à Luce, on sait qu'ils viennent chercher cet étonnement, ils viennent se faire bousculer un petit peu, et ils viennent un peu chercher aussi le côté festif. Donc on essaie de travailler sur cet équilibre en permanence. En tout cas, pour nous, c'est rassurant d'avoir un public qui est fidèle, mais ça c'est quelque chose qui s'est construit au fil des années. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à aller chercher toujours de nouveaux publics, notamment publics plus jeunes, voilà, parce qu'il y a quand même aussi cette étiquette du jazz qui est des fois un petit peu, pour les jeunes, quelque chose d'un peu lourd. Donc on doit les convaincre que le jazz c'est pas une musique que de vieux, et donc ça c'est tout ce travail. Oui, donc, il y a une base solide, mais on doit toujours aller chercher d'autres publics. Avec ce que l'on vient d'écouter jusqu'à présent, autant du côté de Baignade Sauvage que du côté de Jazz à Luz, d'abord on peut se poser la question de il est où le jazz là-dedans, et c'est vrai que c'est quand même des musiques qui ont pu savoir avec les musiques actuelles que complètement jazz tel qu'on pouvait l'entendre il y a une vingtaine d'années. Ça dépend des extraits qu'on passe, en fait. Oui, enfin, là, je dois vous avouer que je n'ai aucune reprise de Tell You Monk à vous mettre sous la dent. Hein. Voilà, alors ça, c'est sûr que c'est pas notre culture. Là-dessus, on va pas tromper les gens. On est vraiment sur les formes expérimentales du jazz aujourd'hui. Donc, on n'est pas dans, si vous voulez, chercher revivre les thèmes de Monk. Et Dieu sait que c'est magnifique. On l'adore. Marc, moi, le Tarn, ça me rappelle un peu la Nouvelle-Orléans. Quand même, il y a un côté bayou dans le Tarn. Hein, ouais. Il manque la fanfare quand même. Il y en a, j'en connais. Et chose aussi importante sur les organisations de ces festivals d'été, la plupart du temps, et vous en parlez abondamment là depuis le début de l'émission, la plupart du temps, ces festivals sont soutenus par des associations, dont des regroupements volontaires d'acteurs culturels ou pas, autour d'un objet, là qui est pour le coup la diffusion de musique. C'est important ce côté associatif pour... Pour nous, c'est le cœur de l'assaut, c'est ni un choix, mais il n'y a pas une équipe, contrairement à Luce, il n'y a pas d'équipe permanente. Voilà, il n'y a pas de salariés dans l'assaut et tout le monde est bénévole et du coup, tout dépend de ces énergies-là ou le temps que les gens veulent bien consacrer à ces projets. Donc, c'est fondamental. Après, je pense que d'une certaine manière, ça a une influence. Et l'esprit qu'il y a dans cet assaut, donc ce qu'on peut vivre pendant le festival, je pense que c'est aussi lié à ça. Après, je pense que Luce, c'est les mêmes énergies, même s'il y a des équipes. Je ne pense pas qu'il y a de modèle particulier là-dessus, mais voilà, on a cette culture de l'événement associatif et de ce qui se passe dans une association, d'implications qui sont désintéressées. Voilà, je pense que tout le monde vient chercher autre chose qu'un salaire.
et vient rechercher aussi une expérience de pratique culturelle pour le coup. Vous parliez de programmation tout à l'heure. Tout le monde participe à cette programmation? Non, c'est un peu quelque chose, c'est assez solitaire, mais j'ai une manière un peu, je pense, personnelle de procéder. Il y a une longue phase qui est assez personnelle pendant l'hiver où voilà, je fais un peu à ma sauce, etc. Et puis à un moment autour de Noël, j'envoie un mail avec une liste de 50 noms, voilà, et des choses à écouter. Et c'est pas du tout pour... je pense que c'est compliqué, peut-être que Jean-Pierre, il aura un avis là-dessus, mais il me semble que c'est compliqué de faire ça vraiment de manière collective, collégiale. Et par contre, moi j'envoie cette liste aux gens de l'asso et il y a des retours, mais complètement non exhaustifs, très spécifiques, voilà. Et du coup, je pense que ça influe sur une manière d'agencer, de faire des choix, etc. Il y a une première phase qui est très solitaire et ensuite, voilà, je pense que j'en reviens à ce que je disais avant sur il faut que l'événement, il reflète aussi les gens qui le font. Voilà, si c'est le délire d'une personne, ça marche pas. Et donc, il faut que ça puisse, que tout le monde s'y retrouve d'une certaine manière. Et les forces vives de l'association œuvrant aussi sur tout le côté logistique, organisation, accueil des musiciens. Voilà, en gros, on sait partager le gâteau là. Et chacun, on est une dizaine autour de la table à peu près à chaque réunion. Et donc chacun a un rôle un peu particulier, l'accueil artiste, ou la régicite, ou le bar, ou la resto, etc., la billetterie. Voilà, chacun un peu chef de son équipe. Voilà. La programmation à Jazzalus, ça se passe à peu près pareil. C'est vrai qu'on sait que vous y passez, vous aussi, votre hiver, mais comment ça se passe exactement la programmation de Jazzalus? C'est un petit peu comme dit Benjamin, c'est une fausse collégialité en fait. C'est vrai que c'est très difficile d'imaginer quand même de construire une programmation à 7 ou 8 autour d'une table. Ça, il faut pas rêver, personne n'y est arrivé. Par contre, comme on parlait de la différence, parce que c'est vrai qu'on a 3 salariés, mais nous on essaie quand même de maintenir ce côté associatif qui est un peu la force de l'association. Et les gens sont très participatifs et il faut qu'ils soient impliqués. Et on construit la chose ensemble, même si au départ je dois un petit peu faire des propositions comme Benjamin, mais ensuite la construction elle se fait plutôt en collégial. Donc ça me paraît important de préserver ça. Oui, ça veut dire que la validation est plus collégiale, même si le début de l'exercice est très solitaire. Voilà. Cette année, vous aviez fait le choix, parce que l'édition de l'année dernière avait été annulée, de continuer à faire vivre ce festival avec d'autres moyens. Donc, en septembre-octobre, il y avait eu un certain nombre de concerts dans la vallée de Luz, mais aussi de l'autre côté du Tourmalet, vers Bagnères de Bigorre, dont des animations et des propositions musicales faites des deux côtés des deux côtés du Tourmalet. Il y avait eu aussi ce festival à la radio à Noël, 3 jours avec la radio associative de Luz Saint-Sauveur qui avait diffusé des concerts en direct pendant les 3 derniers jours de l'année 2020. C'était une façon de faire perdurer l'association et de garder en éveil les forces vives de ce groupe. Alors, ce travail, il n'est pas seulement dû au Covid. En fait, c'est vrai que cette année, on a beaucoup fait de choses parce qu'on ne pouvait pas tout ce qu'on pouvait faire par rapport aux contraintes. Donc, on a notamment ce festival radiophonique. Mais ce travail sur tout le territoire, c'est un travail qui est un peu en dehors, qu'on avait commencé il y a 3 ou 4 ans et qui est important parce que ce n'est plus qu'un seul festival. Il y a tout un travail en saison, un travail de résidence, un travail d'action culturelle. Et c'est tout un travail. Donc le festival, c'est toute l'année et c'est sur tout le territoire. Donc c'est un travail assez énorme. C'est pour ça que c'est important d'avoir pour nous des salariés parce que c'est beaucoup plus lourd que d'organiser qu'un festival. C'est ce que j'étais en train de me faire comme remarque. C'est peut-être la différence avec l'équipe associative de baignade sauvage, le côté salarié qui permet peut-être de continuer à faire des actions tout au long de l'année. On va se quitter dans à peu près une dizaine de minutes, donc on va faire une petite pause musicale et après on se posera la question des rapports que vous pouvez avoir tous
tous les deux avec les collectivités locales, donc qui sont importantes cette année à cause de la situation sanitaire. Mais de toute façon, quelle que soit la condition sanitaire, les rapports avec les collectivités... C'est en lien avec l'édito, voilà. Ça. Hein, je peux pas... ouais, mais il y a une couleur ce soir, quand même. Il y a une couleur, oui. C'est un peu la couleur de caramel. Donc, on essaiera de discuter de ça, mais juste après avoir écouté Mohamed Reza Mortadzavi. Ah oui, ça, c'est pas facile. Musicien iranien. Iranien installé à Berlin. Ouais. Et pourquoi lui à ce moment-là du festival? Ça va être un concert assez particulier dans une église, justement, on en parlait, une église de Marshall qui est assez emblématique parce qu'elle est décorée par des fresques d'un artiste assez Grechny, qui est un peintre Nikolai Grechny, avec une trajectoire assez incroyable. Un Estonien, si je me souviens bien, né à Tallinn, qui est parti étudier la peinture à Berlin, qui s'est fait rattraper par le nazisme, qui est passé par l'Autriche, la Belgique, Toulouse, et qui finit à Albi dans les années 50. Il a atterri à Marshall, là, et dans ce petit vallon où il a construit sa propre chapelle. Qu'il a mis des décennies à construire, et il y est mort d'ailleurs. Et il y est enterré. Voilà, c'est ça. Et il est assez reconnu pour ces icônes qu'il a fait. Oui, puisque là, pour le coup, toutes les peintures et toutes les fresques qu'il a pu faire dans des tas d'églises, dans le Tarn, il y en a. Dans le Grand Sud, il y en a 200 ou 300. Voilà. Et après, il y en a dans tout le Sud, il y en a même à Nice. Et c'est très influencé par la culture byzantine. C'est des icônes. Donc, il y a un concert qui va se faire là. C'est ce concert. C'est Mohamed Reza Mortadzavi, et un percussionniste assez étonnant, avec une virtuosité. Il joue du daf et du zarb, et avec une virtuosité assez impressionnante. Il a inventé, il a développé. Pour ça qu'il n'était pas forcément très bien vu en Iran, parce qu'il sortait un peu du cadre de la tradition. C'est des traditions vraiment très fortes. Il y a un cadre de la musique qui va bien au-delà d'une pratique artistique. C'est vraiment une manière de penser, de voir la vie, etc. Et donc, en Europe, de suite, il a été encensé par la critique avec ce phrasé très particulier. Il y a une culture du son, ça se rapproche presque des musiques électroniques. Il y a une culture du son très précis, très ciselé. Et c'est très beau. Il y a aussi cette sensation d'entendre les doigts sur la peau. C'est très, très organique. Concert qui aura lieu quand ? Le vendredi 27 août à 18h. Voilà, donc c'est le deuxième jour du festival. Mohamed Reza Mortadzavi, Reading Time.
Voilà, toujours au Caramel Mou. Ce soir, on parle de festival d'été avec Benjamin Momus. C'est ça. C'était bien. Voilà, je crois que là, c'est l'abus de charcuterie qui m'a fait dérailler. Benjamin Momus du festival Baignade Sauvage, d'un festival dans le Tarn qui aura lieu du 25 au 29 août. Et au téléphone, Jean-Pierre Lérac de Jazzalus. Jazzalus, ça a lieu du 9 au 12 juillet, c'est-à-dire la semaine prochaine. Je disais juste avant d'écouter ce morceau donc de Mohamed Reza Mortazavi que les relations avec les collectivités locales sont des choses assez compliquées parfois et diablement importantes toujours pour des festivals comme ça associatifs. C'est le cas encore plus cette année, Benjamin ? Alors pas tellement, je vais m'inscrire un peu en faux. Porte-à-faux. Justement, moi c'est l'occasion de... à la fois baignade interdite et baignade sauvage, on travaille sur des villages, vraiment sur des petites villes ou vraiment des villages. Et par exemple, à Rivière, on a eu la chance d'avoir un maire et puis quelques conseillers municipaux qui ont toujours été derrière nous, après nous, à faire un peu le tampon, parce que bien évidemment, ça jasait dans le village, là, sur la base de loisirs. Pendant 4 jours, c'était un peu le carnage. Oui, les festivaliers sont plutôt hirsutes pour le coup. Voilà, il y a eu quand même des plaintes, etc. Bon, il y avait quand même des gens qui se baladaient à poil, etc. Bon, il y a eu, au-delà des nuisances sonores, il y a eu des scènes assez On dira maintenant cocasses. Voilà, exactement. Scandaleuse, mais cocasse. Non, il n'y avait rien de scandaleux, mais en tout cas, il y avait un peu les chocs des cultures, donc voilà. Et du coup, on a toujours été accompagnés par la mairie. Et là, dans la vallée, c'est pareil, on est très bien accueillis. Vraiment, il y a c'est un peu particulier peut-être dans la vallée, c'est assez différent d'Aiguelaise, mais c'est quand même des vallées assez... pourtant, c'est pas très loin d'Albi, mais c'est assez enclavé. Oui. Et il s'y passe pas grand-chose, donc on a plutôt été bien accueillis par des gens qui disaient super, une équipe là, de jeunes qui ont du punch, qui ont envie d'organiser des choses. Il n'y a pas eu du tout cette défiance qu'on peut avoir peut-être dans les grands centres urbains. Voilà, donc pour l'instant... Disons que les choses sont assez facilitées par les équipes municipales, en tout cas les gens qu'on rencontre là-bas. Et Jean-Pierre Lérac, de votre côté, les relations avec les collectivités locales, c'est vrai que pendant un moment, certains tenants de la mairie de Luz ou des commerçants ou des gens qui étaient dans le village se plaignaient un peu de la musique un peu particulière et étrange que vous pouviez programmer en disant que non, ça c'était pas du jazz et que ça ferait venir personne. Alors, c'était compliqué. Nous, on a toujours eu le soutien de la mairie depuis le début du festival. Et c'est vrai que c'est un peu plus compliqué en ce moment parce que comme on travaille sur la communauté de communes, donc il a fallu quand même jouer un petit peu le côté séduction. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que rien n'est jamais acquis parce qu'il faut vraiment se battre pour montrer à quel point le festival peut amener quelque chose sur la vallée. Quant à la réception des gens, parce qu'aussi les politiques qui sont entre les projets et le public. Oui, ce qu'on appelle pour un politique, c'est pas le public, c'est des électeurs. Voilà, ils ont des remontées, oui, qu'est-ce que c'est que ces musiques, etc. On a été confrontés nous aussi à ça. Bon, je crois qu'on a fait un gros travail dessus, de façon à ce que le festival soit quand même perçu de manière la plus positive, en faisant quand même que le festival soit pendant 4 jours dans la ville quelque chose de... Oui. Sont peut-être réservés à des gens qui viennent chercher ça de musique un peu plus difficile, mais en tout cas, bon, on n'arrivera jamais à faire l'unanimité, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que pour le moment, les politiques nous soutiennent, parce qu'ils savent très bien le rôle d'un festival sur une vallée. Ce festival, Jazzalus, si vous aviez à définir sa couleur pour ce 30e numéro, ça serait quoi les adjectifs que vous accoleriez à cette 30e édition, Jean-Pierre Lérac ? Bon, cette année, on va rester sur les mêmes lignes, c'est-à-dire la découverte. Donc c'est vrai que cette année, on va mettre un accent particulier sur les grandes formations, puisqu'on a voulu quand même pour le 30e montrer que prendre un petit peu plus de risques encore. Mais voilà, ça sera plutôt le trait d'union, surtout le festival. Voilà, et ensuite l'équilibre qu'on a d'habitude, c'est-à-dire des moments festifs, des moments d'écoute. Voilà, en tout cas, on a travaillé sur cet équilibre. Et de votre côté ? Je dirais plutôt l'inconnu, parce que pour nous ça sera une première dans ces lieux-là. Ça c'est quand même, on va découvrir en même temps que le public
la musique dans ces lieux-là. C'est des lieux qu'on connaît bien quand même, qu'on fréquente depuis longtemps, mais d'y organiser des choses, ça sera une première. Donc pour nous, ça sera complètement nouveau. Vous voulez amener le public où? Et je parle pas là que des lieux industriels ou bucoliques que vous allez proposer pour les concerts, mais vous voulez amener le public vers quelle sensation et l'amener à se poser quel style de questions par rapport à la musique que vous allez proposer? Il y en a des tas des questions et c'est compliqué parce que le propre de ces musiques-là, c'est de provoquer des sensations différentes chez les uns et les autres. Voilà. Donc il y a bien évidemment de l'étonnement, de la découverte. Voilà, ça je pense que ça perdure et c'est un peu le fondement et une ouverture d'esprit. Voilà, ça c'est certain. Et se faire surprendre, se faire peur un peu. Voilà, et puis clairement sortir des sentiers battus et oser, parce qu'il y a quelque chose de sortir un peu d'une forme des choses qu'on connaît, c'est confortable ou c'est rassurant, voilà, c'est de sortir un peu de cette bulle-là. De cette bulle-là. C'est aussi pour ça qu'on vous a demandé de venir ce soir, tous les deux, donc Benjamin Momus de Baignade Sauvage, d'un festival dans le Tarn qui aura lieu du 25 au 29 août, et puis Jean-Pierre Lérac, programmateur de Jazz à Luz, qui lui commencera vendredi prochain, 9 juillet, et se clôturera le 12 juillet. Deux festivals qui vont... pardon. Oui, le mieux c'est quoi? Le mieux c'est de faire les deux festivals parce que je trouve qu'ils sont très complémentaires. Ouais. Ils se ressemblent beaucoup, il y a plein de choses différentes, donc je crois qu'on fait l'esprit est le même, mais on fait des voyages différents. Et l'idéal, c'est de partir à pied de Luce. Je pense qu'en 1 mois et demi, on peut faire la descente. Ouais. Il faut avoir des bonnes chaussures. Ouais. Je pense aussi qu'il faut avoir de bonnes chaussures. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que finalement, vos deux festivals, puisque la Poutre, lui, n'aura pas lieu, encadrent un peu cette saison des festivals pour tout amateur de musique un peu aventureuse. C'est vrai. On commence à Luz, on finit dans la vallée du Tarn. Entre les deux, on essaiera de picorer à droite et à gauche. Et à droite et à gauche, il y a aussi de quoi faire. En tout cas, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Jean-Pierre Lérac, je vais vous laisser à votre cuisine. Ça va bientôt être l'heure de manger. Nous, on va finir la charcuterie et finir l'apéro dans le studio. Évidemment, apéro à boire avec modération. Et pour se quitter, on va écouter... un dernier morceau donc, que l'on pourra écouter à Jazz à Luz. Vous parliez de grande formation tout à l'heure. Là, c'est une moyenne formation, c'est Tracteur. Vous nous parlez un peu de Tracteur, Jean-Pierre Lérac? Alors ça, Tracteur, c'est un peu la jeune scène alternative, voilà, sur lequel on a un regard également. La jeune scène toulousaine, ce sont des Tarnais d'ailleurs. C'est des gens qui sont autour de collectifs secs du côté de Rabastens. De Rabastens, de Lévis. Voilà, donc là, ils clôturent le festival sur un air de fête. Voilà, c'est tout simplement la joie. Et on saute partout, on a puni, on est content, on attend l'année prochaine. Quoi. Voilà, donc ça, c'est sous le soleil d'Éthiopie. Et effectivement, ça remue sévère. Jean-Pierre Lérac, à la semaine prochaine. Okay. Benjamin Momus, à plus tard. Tout à fait. Merci. Voilà, on se quitte avec... on se quitte sur cette partie festival avec ce morceau de Tracteur sous le soleil d'Éthiopie.
Voilà, sous le soleil d'Éthiopie, Tracteur, que l'on pourrait écouter dans le cadre de la 30e édition de Jazz à Luz, le dernier jour du festival, c'est-à-dire le 12 juillet, lundi en 10. Terminé donc pour cette émission consacrée au festival d'été, notamment deux festivals qu'on adore de ce côté-ci de Toulouse. C'était Baignade Sauvage à Albi du côté de Saint-Juéry, entre Saint-Juéry et Ambialé fin août, et puis Jazz à Luz dès la semaine prochaine dans les Pyrénées, au-dessus de Lourdes, à Luz, Saint-Sauveur. Dernier mot pour le côté logistique. L'ensemble des places, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, on peut les acheter sur la billetterie en ligne Festic. Et puis, n'oubliez pas de réserver les places, parce qu'il y a un certain nombre d'endroits, autant à Luz qu'à Baignade Sauvage, de petits lieux. Les places risquent de partir assez rapidement. Vous avez des sites internet, Baignade Sauvage pour l'un, Jazz à Luz pour l'autre. Vous tapez ça sur n'importe quel moteur de recherche et vous êtes orienté sur les pages de ces deux festivals. Voilà, on parle de festival, on peut aussi parler de concerts, parce que ça continue doucement à Toulouse. Par exemple, ce soir au Métronome à 20h, on pourra écouter Puccinella avec Maria Mazzotta. Puccinella et Maria Mazzotta qui fêtent Griffone, leur premier album enregistré en commun autour des musiques du sud de l'Italie, mais aussi de l'autre côté de l'Adriatique, des musiques balkaniques et notamment albanaises. Donc la chanteuse Maria Mazzotta avec le groupe Puccinella ce soir à partir de 20h. Et en première partie, on pourra découvrir San Salvador, un chœur auvergnat, 6 voix a cappella. Ça, c'est sans doute l'intérêt, outre du nouveau répertoire de Puccinella, l'intérêt de ce concert, c'est aussi de découvrir cette formation. Je crois que c'est la première fois qu'elle vient jouer à Toulouse, San Salvador. Donc ce soir au Métronome avec Puccinella et Maria Mazzotta. Ce soir à Pibrac sur le City Stade. Non, c'est pas un match de foot, c'est un concert de Manu Galure à partir de 21h. À la CAFPO, ça commence ce soir, ça termine dimanche. C'est la lecture intégrale pendant tout le week-end du Don Quichotte de Cervantes. Et puis, le début du festival Convivencia. Ce festival qui, chaque année, déroule sa programmation le long du canal du Midi, en partant de l'ouest et en allant vers l'est. Et ça commence dimanche soir, à l'écluse de Montèche, avec la maman du Congo et puis Robin. Là aussi, un chœur de voix de chanteuses africaines pour débuter ce festival Convivencia. Et puis la péniche commencera sa longue migration vers Frontignan sur le canal du Midi et par le canal du Midi, où elle arrivera le 25 juillet pour le dernier concert de ce festival. Entre-temps, la péniche Convivencia sera arrêtée le jeudi 8 juillet au Pont Jumeau à Toulouse. Ce jour-là à 19h45 on pourra écouter Cocagna, formidable duo chanté en occitan, et puis on pourra écouter également David Walters. Et puis 2 jours plus tôt, le mardi 6 juillet à Ramonville, Sainte-Agne, écoutez, on pourra entendre des gens qu'ici on adore férocement. Ils étaient venus proposer leur musique plutôt éclatante, plutôt dynamique, plutôt forte dans ce studio. Ils avaient joué ils avaient joué 3 morceaux live dans ce studio, 2 sax, 2 batteries. Ça avait foutu un bordel terrible, mais le son avait été à la hauteur de nos attentes. Édredon Sensible seront donc le mardi 6 juillet du côté du port sud à Ramonville. En première partie, il y aura Crimi, et puis à 21h. Donc Édredon Sensible qui joueront sans doute les morceaux qui font partie de leur premier album sorti il y a 1 mois et demi, Vult Panther. Édredon Sensible, on écoute tout de suite FRCX Prout. Avec un nom pareil, la musique va être énergique. Édredon Sensible, donc le mardi 6 juillet à Ramonville du côté de Port-Sud dans le cadre du festival Convivencia.
Voilà. Édredon sensible, donc le 6 juillet à Ramonville, à Port-Sud, mais également à Jazz à Luz dans la 30e édition. Plusieurs occasions d'ailleurs dans la région de voir Édredon sensible cet été. Ne vous en privez pas. Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour ce soir. On peut réécouter cette émission à partir de mercredi prochain sur la page YouTube ou sur le Facebook de Caramel Mou Campus FM. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec des membres de l'équipe rédactionnelle de l'Empaillé, ce journal régional assez rentre-dedans dont je vous parlais la semaine dernière. Une des journalistes de l'Empaillé viendra nous raconter un peu l'histoire de ce journal et de ceux qui les animent pour la rédaction de ces 40 feuilles quand même. Papier journal, c'est pas n'importe quoi, ça pèse son poids. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec l'Empaillé. D'ici là, portez-vous bien et bis à l'œil les filles. Caramel!